Bonjour, mon nom est Kéliane Garneau. Je suis la vice-présidente aux affaires socio-culturelles de l'Académie. Aujourd'hui, je rencontre Lydia, la coordonnatrice de la campagne On s'écoute. Aujourd'hui, Lydia va nous parler des violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Viens avec moi. Allô Lydia, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Alors, pourquoi t'es ici aujourd'hui? Parce que vous m'avez invitée C'est à vrai. venir parler de la campagne On s'écoute. Oui, alors la campagne On s'écoute, en gros, est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi le but de cette campagne? Donc, la campagne On s'écoute, c'est une initiative qui vient des changements qu'il y a eu en 2018 avec la nouvelle loi pour prévenir les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur. Donc, tous les établissements d'enseignement supérieur sont obligés de se doter d'une politique, d'activités de formation, etc. Donc, le ministère souhaitait qu'il y ait une campagne, une ressource accessible à toutes les universités, les cégeps, les collèges. Donc, c'est de là que vient la campagne On s'écoute. Fait que nous, on est là pour répondre aux besoins des établissements d'enseignement supérieur. Donc, on a une formation vidéo, on a des capsules de sensibilisation, on a des ateliers en personne pour sensibiliser sur le consentement, les violences à caractère sexuel. On a du contenu éducatif sur les réseaux sociaux, un site web sur lequel on met de l'avant des ressources en lien avec la prévention des vax. Puis, je pense que ça fait le tour. Ouais, ça fait quand même pas mal de choses, je te dirais, là. Mais c'est vraiment intéressant. Puis, justement, en lien avec la communauté universitaire, collégiale, cégep et tout, selon toi, pourquoi c'est quand même assez essentiel de sensibiliser cette communauté-là d'études supérieures face justement aux violences à caractère sexuel, qu'on peut appeler aussi les VAX, Mhm. dans un contexte d'enseignement supérieur? Justement, je vais utiliser le mot vax. Ouais, c'est plus simple. C'est faux, mais ben, déjà, on peut regarder la prévalence des vax, les chiffres. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, puis au niveau universitaire spécifiquement, il y a eu une enquête dans 6 universités québécoises, puis c'est 40 des femmes, 27 des hommes qui ont déclaré avoir vécu au moins une forme de vax. Il y a plus du tiers qui n'ont jamais dévoilé ces violences-là. C'est une personne sur deux qui rapporte des conséquences préjudiciables qui affectent une ou plusieurs sphères de sa vie. Fait que déjà, juste ces chiffres-là, je trouve que ça montre que, ben, c'est un problème qui est réel, puis il y a de l'éducation à faire, de la sensibilisation à faire, puis c'est important, je pense, d'avoir une campagne qui est adaptée au contexte spécifique de l'enseignement supérieur. Tu sais, quand on est à l'université ou quand on travaille à l'université, il y a des parties, des 5 à 7, des initiations, puis c'est d'ailleurs dans ces événements-là que presque 50 des vagues ont lieu. Il y a des groupes, les universités accueillent des groupes plus à risque aussi, comme les personnes de la communauté LGBTQ2IS+, les étudiants internationaux, des personnes racisées, euh, des jeunes de moins de 25 ans. Je pense que c'est important, c'est ça, d'avoir une campagne qui prend en compte ces enjeux spécifiques-là du contexte universitaire. La deuxième question, ça reviendrait à comment, justement, tu as parlé de la formation en ligne. Comment cette formation-là, elle va-t-elle aider à mieux comprendre les enjeux liés au consentement et au rapport de pouvoir? Ben, dans la formation, on y va vraiment avec des définitions claires, simples, accessibles. C'est quoi le consentement? C'est quoi les violences à caractère sexuel? C'est quoi les composantes du consentement? Il y a des exemples concrets, des mises en situation. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de certaines spécificités du contexte d'enseignement supérieur. Ben, j'ai parlé de contexte de consommation d'alcool, mais l'autre volet vraiment important, c'est justement le rapport d'autorité. Fait que, tu sais, dans la formation, on explique en quoi le rapport d'autorité impacte le consentement, puis avec des mises en situation, des exemples concrets. Puis c'est une formation, je trouve, qui est accessible, qui est pas plate non plus. Fait que c'est facile d'être engagé, puis de suivre le contenu, puis de bien comprendre. Oui, mais aussi, la capsule vidéo, vous savez, est comme 15 minutes. Ouais, Fait c'est que ça. ça, c'est pas long. C'est comme, des fois, il y a des formations qui durent 2, 3 heures. Souvent, la communauté étudiante en a plein la tête. Là, déjà, Mhm. je leur étude puis leur vie personnelle. Ouais, Que là, faire une formation de 2 heures, c'est long. Mais ouais. qu'est-ce qui est le fun? Tu sais, je l'ai écouté souvent, votre vidéo. OK. Puis c'est le fun, justement, c'est 15 minutes. Mais puis, tu sais, les acteurs dedans, ils expliquent bien puis ils utilisent des mots Mhm. que autant que quelqu'un au secondaire pourrait comprendre. Tout Fait à que, tu sais, fait. c'est n'importe quelle personne de n'importe quel niveau pourrait comprendre ces vidéos-là. Fait que je trouve ça quand même assez fascinant. Ouais, c'est ça, c'est accessible. Quels sont les mythes les plus répandus autour des vax que vous souhaitez déconstruire là, dans votre programme éducatif? Il y en a plusieurs, mais je te dirais que les plus tenaces, puis ceux sur lesquels on essaie le plus de travailler, ben d'abord, il y a souvent le fait qu'on a l'impression
que quelqu'un qui commet une vax, c'est comme une perte de contrôle, tu sais, quelqu'un qui gère pas ses impulsions, mais au contraire, quand on commet une vague sur quelqu'un, c'est une façon de prendre le contrôle sur l'autre. Tu sais, je peux faire un lien aussi avec la consommation d'alcool. Souvent, ben, on déculpabilise aussi les personnes qui commettent des vagues quand ils ou elles ont consommé de l'alcool. Et on a aussi tendance à culpabiliser les victimes qui ont consommé de l'alcool ou de la drogue quand les victimes subissent des vagues. Ça fait que ça, c'est deux gros mythes quand même assez importants que on essaie de déconstruire. Aussi, que l'absence de non signifie pas un oui. Ça prend plus qu'un oui clair. Tu sais, il y a des signes non-verbaux qu'on peut décoder, qu'on peut lire pour comprendre le consentement, que, tu sais, justement, toutes les composantes du consentement, il doit être enthousiaste, éclairé, renouvelé aussi, comme, tu sais, c'est pas parce qu'on dit oui au début qu'on dit oui à toutes les pratiques sexuelles, puis que des fois, il y a des contextes aussi qui font en sorte qu'on peut pas dire non. Fait que c'est pas parce qu'il y a pas un non que le consentement est pas valide. Par exemple, dans un contexte de rapport d'autorité, tu sais, ton prof qui te fait des avances, t'es pas toujours en mesure de dire non, tu te sens pas nécessairement à l'aise de le faire. Fait que, ou si t'as consommé, ben, ton consentement est pas éclairé. Donc, je dirais que c'est les principaux mythes qu'on essaie de Je te déconstruire. dirais aussi, c'est des mythes qui touchent beaucoup aussi tout ce qui est universitaire, collégial, un Exact. peu plus, là, tu sais, tout avec les rapports à l'alcool. Mhm. Il y a aussi le mythe que j'entends aussi souvent, c'est ah, les femmes commettent pas de vax. Mhm. Ça, je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont pas target comme les hommes pourraient l'être, Mhm. mettons. Qu'un homme va se sentir encore plus vulnérable et plus comme Mhm. à porter plainte contre la femme. Là, donc, Ben, c'est sûr que quand même les chiffres démontrent que c'est plus souvent les hommes qui commettent des vax, mais c'est aussi on a cette vision tunnel-là que souvent on pense à violence à caractère sexuel, on pense juste à une agression sexuelle. Mm. Puis c'est souvent dans ces cas-là que c'est plus les hommes quand même qui sont auteurs, sans invalider le fait que oui, il y a aussi des femmes qui commettent des agressions sexuelles, mais c'est qu'il y a tout un éventail de toutes sortes d'autres violences à caractère sexuel que justement on invisibilise puis on prend pas en considération. Puis ça, effectivement, oui, il y a beaucoup de femmes aussi qui commettent de ces types de violences à caractère sexuel-là, mais c'est comme si on les considère pas aussi grave qu'une agression sexuelle. Fait qu'on non, c'est ça, c'est comme mais si on n'y pense pas, ils mais sont, ça existe, puis ils sont c'est toutes tout aussi graves, grave. là, Là. c'est ça, ouais. Malheureusement, elles sont pas prises autant au sérieux. C'est quand même un problème, je trouve, là, dans notre société, malheureusement. Ouais, ben on travaille là-dessus aussi, justement, à éduquer Ouais. à toutes les formes de violence. Quel outil ou action pratique les membres de la communauté universitaire peuvent-ils utiliser au quotidien pour prévenir les vagues sur le campus? Je pense qu'une des clés, c'est vraiment d'agir comme un témoin actif, d'intervenir, quand on pense être témoin de vagues, qu'on a un doute ou, tu sais, sans nécessairement quand tu es témoin d'une violence à caractère sexuel, mais aussi si tu es dans ton groupe d'amis puis tu entends des propos problématiques, tu sais, de le nommer, d'être capable de confronter les autres, de dénoncer aussi, tu sais, si un prof a des comportements, oh, t'es pas sûr, tu sais, d'aller voir le bureau d'intervention, de prévention, puis fait que, tu sais, de prendre des actions concrètes puis d'agir pour prévenir les violences à caractère sexuel. Puis sinon, tu sais, tantôt on parlait de puis qu'est-ce qui est party, initiation, contexte de consommation d'alcool, mais il y a des mesures qu'on peut prendre aussi pour rendre ces événements-là plus sécuritaires, surtout sachant que comme presque la moitié des vagues sont lieu dans ces contextes-là. Euh, il existe des initiatives comme, je ne sais pas si tu connais le collectif social, Oui. mais eux, ils offrent une formation pour l'accréditation Commande ton Angelo. Oui, on fait affaire avec eux justement là, Ah. pour ça. Là, ouais. Ben ça, je trouve que c'est une belle Vraiment. initiative. C'est une formation pour avoir une accréditation. Dans le fond, c'est que quand il y a un endroit qui est accrédité Commande ton Angelo, il va y avoir des stickers ou des affiches comme dans la salle de bain et tout. Puis si tu penses être témoin d'une violence à caractère sexuel ou que t'en es victime, tu peux aller voir un membre du personnel pour lui signifier que tu as besoin d'aide, puis cette personne-là va t'aider dans la C'est ça, dans le fond, cette possible. personne-là va être formée comme un angelo. Fait que quand il y a Mhm. quelqu'un qui va le voir, il va savoir quoi faire. Puis souvent, l'affiche, c'est comme un petit shooter avec des petits ailes dans le Mhm. Donc, ouais, non, c'est ça, la CADEL, on donne cette formation-là à tous nos bénévoles là, quand on a des événements. OK. Mettons, le jour de la rentrée, là, tous nos bénévoles étaient formés comme un angelo, les exécutifs. On essaie de mettre ça le plus souvent en place là, pour que plus de gens savent c'est quoi. Il y avait des gens aussi, il y a des bars un peu à Québec qui commencent, à Montréal aussi, il y en a. Mhm. Donc, ça commence à prendre de l'ampleur, puis c'est vraiment une belle initiative. Oui, c'est une belle initiative. Puis c'est ça, ça permet de rendre les événements plus sécuritaires. Puis sinon, tu sais, de façon générale, parce que ça, c'est bien quand c'est, mettons, organisé par une asso, mais des fois aussi, il y a des parties, c'est juste des gens
de la communauté étudiante qui décident de faire des parties. Mais je pense que, comme, encore une fois, d'agir comme un témoin actif, de garder l'œil ouvert, d'avoir peut-être une personne désignée, tu sais, qui est dans les initiations, qui consomme pas, qui est une personne ressource. Puis je pense aussi de s'auto-éduquer, comme d'en parler entre amis, tu sais, je vais plugger la campagne, mais on a du contenu éducatif sur les réseaux sociaux que, honnêtement, je trouve nice. Tu sais, c'est pas bébé, c'est pas cringe. Tu sais, c'est comme, OK, comment, des façons genre chaudes de demander le consentement, ou comment aider mon amie si elle pense qu'elle a vécu une violence à caractère sexuel. Fait que je pense que de s'auto-éduquer aussi, c'est une façon de rendre tout le monde les campus plus Oui, oui, sécuritaire. enlever un peu le format tabou Mhm. des vagues, puis d'en parler. Tu Oui. sais, on vient d'une société où il y a de parler de nos problèmes, parler de nos vagues, surtout ta santé mentale, elle va pas bien, mais comme c'est tabou, faut pas que t'en parles. Mais je pense que les vagues, c'est pas mal la même chose. Tu Mhm. t'en vis, mais c'est gênant, c'est, oh mon Dieu, j'ai vécu un vague, j'ai honte, mais de C'est pas ça, avoir ouais. honte, là, tu sais, Mhm. c'est pas toi qui as commis le geste, tu sais, Mhm. t'as vécu le geste, fait que c'est de dédramatiser ça un peu dans un sens de comme, faut en parler. Ouais. Faut pas que tu restes dans ton coin, puis il faut que, tu sais, tes amis, ils vont pas te juger pour ça. Si c'est le cas, aise vraiment des amis, tu sais, à se Ouais. poser la question. Comment la carte interactive Trouver de l'aide fonctionne-t-elle? Puis en quoi c'est une ressource clé pour les victimes ou les témoins? Dans le fond, sur le site On s'écoute, il y a une section Trouver de l'aide, puis là, il y a une carte du Québec. Puis, dans le fond, on peut aller trouver sa région. Là, on va voir son cégep ou son université. Puis, tu sais, ça permet de voir, en fait, tu sais, mettons, moi, j'ai étudié à l'Université Laval. Là, je vais à Québec, je clique sur l'Université Laval. Puis là, je peux voir c'est quoi les coordonnées du bureau de prévention d'intervention de mon université, c'est qui je peux contacter. Des fois aussi, il y a une personne désignée pour les membres du personnel et une personne désignée pour les étudiants et étudiantes. Fait que ces deux coordonnées-là, le lien URL pour aller sur la page de son université ou de son cégep qui dit c'est quoi la politique de prévention, puis toutes les informations relatives à ça. Ça permet aussi de voir les organismes dans la région, comme des CAVAC, des CALAC. Euh, on a aussi une petite liste de ressources tu sais, qu'on peut téléphoner ou clavarder anonymement. Fait que pour les témoins ou pour quelqu'un qui reçoit une confidence, ben, ça peut être pratique pour savoir c'est quoi les ressources. Puis après ça, ben, tu sais, je peux aller voir mon ami puis lui dire, ben, tu sais, voici vers quelles ressources tu pourrais te diriger si tu en as besoin. Puis si moi, je pense être victime d'une violence à caractère sexuel, ben, je peux voir c'est quoi les ressources qui peuvent m'aider. Si j'ai envie d'en parler à mon université ou si, pour commencer, j'ai juste envie d'avoir de l'information puis parler de façon anonyme, ben, je peux voir c'est quoi les ressources avec qui je peux parler anonymement. Puis on a quand même mis aussi quelques ressources pour les potentiels auteurs, autrices de violences à caractère sexuel. On a mis quelques organismes qui font de la prévention, de l'intervention. Si tu penses avoir commis une violence ou si tu te sens à risque d'en commettre, il y a des groupes de soutien, des fois aussi avec des personnes qui ont des troubles de comportement violent. Fait que ça peut être une façon aussi d'aller chercher de l'aide. Dans le fond, ces organismes-là là, que tu parles, là, est-ce que justement c'est des rencontres en ligne, c'est des rencontres de groupe? Comment que ça fonctionne? Je t'avoue que j'ai fait la recension des données il y a 1 an à peu près pour la carte, fait que c'est un peu flou dans ma tête. Il me semble que pour la plupart, c'était en personne, OK. des groupes de 100 personnes, mais je serais vraiment pas étonnée qu'il y en ait qui offrent des ressources en ligne là, ou des OK. groupes en ligne. Ouais. Ah, mais c'est bien de savoir qu'il y a des ressources vraiment pour tout le monde. Là. Ouais. C'est agréable à savoir. Mhm. Quels groupes au sein de la communauté universitaire sont les plus à risque en matière de vax, puis comment on peut le mieux les protéger? Pour les personnes, je les ai notées. Il y a les personnes LGBTQIAS+, les étudiants internationaux, les personnes qui ont déjà vécu des violences sexuelles dans le passé. Il y a les personnes racisées de minorités ethniques, euh, les jeunes de moins de 25 ans, les personnes qui sont membres de sororités ou de groupes sportifs, les étudiants autochtones aussi. Je pense que pour protéger ces personnes-là, ben, ça passe entre autres par l'éducation, comme on a besoin de changements au niveau de la sphère individuelle sur les connaissances, les croyances des individus. Mais ça prend aussi des changements, des vrais changements institutionnels, comme tout ce qui vient avec la politique de prévention, avoir des activités de sensibilisation, de formation, prévention. En fait, mettre en lumière les violences que ces groupes-là vivent, parce que je pense que c'est la première étape, en fait. Parce que souvent, c'est des groupes qui sont invisibilisés et donc les violences que ces personnes-là vivent sont invisibilisées aussi, mais déjà de le mettre de l'avant pour que tout le monde, incluant ces personnes-là, soit conscient, consciente
des violences qu'elles vivent. Après, de façon générale, ben, éduquer tout le monde, puis avoir des changements institutionnels profonds. Là, je pense que ça passe par tout le monde. Puis d'impliquer toutes les parties prenantes, membres de la direction, membres du personnel, communauté étudiante, les associations, les organismes externes. Et aussi, toujours, tu sais, quand on va avec des changements institutionnels, ben, de toujours y aller aussi avec une approche intersectionnelle qui prend en considération tous les groupes, tu sais, les oppressions qui sont vécues. Fait que ça aussi, je pense que c'est une des clés de pas tout regarder en silo, mais de vraiment prendre les trucs dans leur Tout à la fois, ouais. Justement, tu me parlais que les personnes les plus à risque ou une des personnes les plus à risque, ça serait ceux issus de la communauté LGBTQIA2+, Mhm. aussi les personnes qui sont racisées. Comment justement vous abordez les vagues là, avec qui touchent ces communautés-là en soi? Ben, tantôt, j'ai nommé l'approche intersectionnelle, puis c'est sûr que c'est une approche qu'on a depuis le début de la campagne, dès la phase de recherche, dans tout ce qui a été création, mise en place, rédaction, tu sais, de la formation, quand on a fait la production de notre capsule vidéo, quand on a un atelier aussi, une formation qu'on donne en personne. Fait que, tu sais, dans tous les volets de la campagne, on utilise une approche intersectionnelle. Puis justement, dans nos capsules vidéo, dans le fond, on a 4 capsules de sensibilisation dans lesquelles il y a une personne qui donne son témoignage, de violences, sexuelles qu'elle a vécues, puis autour d'une thématique. Puis, cette personne-là, dans la vidéo, est comme jumelée à une experte, par exemple une chercheuse, qui explique, les concepts en lien avec la thématique qu'elle a abordée. Puis on a une capsule vidéo avec Caroline Souffrante, dans laquelle on aborde justement le racisme et le sexisme avec les violences à caractère sexuel. On était censé aussi avoir une vidéo avec une personne de la communauté queer pour parler des violences LGBTQ+. Malheureusement, cette personne-là a dû annuler à la dernière minute. Mais il y a quand même eu toute la recherche pour cette capsule-là, puis même l'experte qui était jumelée à elle dans la capsule, euh, on a fait le tournage avec elle. Fait que, on a tout ce contenu-là qu'on est en train de voir comment on va pouvoir le réutiliser dans les prochains volets de la campagne. On aimerait ça mettre vraiment plus de l'avant les violences LGBTQ+. Ouais. J'ai une autre question pour toi. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaite intervenir en tant que témoin d'une situation de VAX? Moi, j'aime bien la méthode des 4 D. OK? Je trouve que c'est facile, à retenir. Le premier D pour distraire, donc ça peut être, d'aller, voir, la personne, victime en posant une question anodine, genre: «Sont les toilettes?» ou, «As-tu l'heure?» ou faire semblant de reconnaître la personne. Mmh. Tu sais, créer une distraction quelconque. Le deuxième D, c'est pour déléguer. Donc, tu sais, ça peut être justement si on est dans un endroit où on voit le truc comme Anton Angelo, ça peut être d'aller voir la personne, aller voir quelqu'un de la sécurité. Si on connaît la personne, auteur, autrice des Vax, puis qu'on connaît ses amis, ça peut être aussi d'aller voir un ou une de ses amis, essayer de faire une intervention ou aller voir ses propres amis pour essayer de réfléchir ensemble à comment on peut intervenir. Euh, mais déléguer, tu sais, c'est important de ne pas dire ah, quelqu'un d'autre va le faire. Parce que ça, c'est genre it's a thing. Plus il y a du gens, plus moins on réagit parce qu'on pense que quelqu'un d'autre va le faire. Fait que déléguer, c'est pas juste de se dire ah, ben, quelqu'un d'autre va faire quelque chose, mais de vraiment prendre action pour qu'une autre personne intervienne si on sent que c'est pas nous la personne la plus appropriée pour le faire. Le troisième D, ça serait d'intervenir directement, évidemment si on se sent à l'aise Mmh. et en sécurité de le faire, mais d'aller désapprouver le comportement, tu sais, de dire, tu sais, c'est ça, de Mettre fin à tout ça, s'interposer ouais. exactement. Puis le quatrième, c'est pour intervenir à délai. C'est pas l'option la plus idéale, mais si on est dans une situation où on peut pas avoir d'aide, puis on se sent pas en sécurité d'intervenir, ben ça serait d'aller aider la victime après l'événement pour juste voir comment on peut offrir son soutien ou comment on peut l'aider. Mmh, c'est bien. Puis après tout ça, mettons, la personne, elle a fait, les 4D ou elle a choisi un des D là, qui convenait le mieux selon sa situation personnelle. Après ça, avec la victime, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu la raccompagnes chez elle? Est-ce que tu sais, c'est quoi le suivi là, que tu fais avec la victime, que tu la connaisses ou que tu la connaisses pas? Mais je pense que c'est du cas par cas. Ça dépend Mmh. du contexte, justement. Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est pas ton ami? Mais l'important, dans tous les cas, l'important, c'est de toujours euh, respecter les besoins puis les limites de l'autre personne, de l'écouter sans jugement, de lui faire Mmh. savoir qu'on est là
pour soutenir aux besoins. Si on connaît déjà des ressources ou des pistes de solutions, ben, on peut les mettre de l'avant sans pression. C'est pas poser de questions, pas essayer de, c'est vraiment juste montrer qu'on est là de façon respectueuse et douce. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à, on pense que on va aider en, je sais pas, en incitant comment on va aller à la police ou on va, mais comme c'était vraiment important de respecter le rythme de l'autre, pas de mettre de pression, puis de pas, c'est pas toujours la meilleure solution pour la personne qui a vécu une violence. Euh, Tu sais, des fois, on a besoin de temps pour process qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, sans dire: «OK, on va aller à l'hôpital, on va faire non, mais juste dire: «Hey, ça, c'est une option, il y a des centres, exprès dans les hôpitaux qui peuvent, prendre des prélèvements. Si tu veux, on peut aller au poste de police ensemble. Qu'est-ce que tu as besoin?» Tu sais? Faire face un peu de compréhension, d'ouverture puis d'écoute dans le mode, c'est pas toi la victime, c'est à la victime de choisir un peu le processus qu'elle veut prendre, Exactement. puis que si tu pas d'accord, mais t'es pas d'accord, mais il faut que tu le gardes pour toi, là. C'est ça. C'est sûr que ça peut être confrontant des fois, surtout quand c'est quelqu'un proche de toi, mais c'est toujours les besoins de l'autre, de la personne victime qui passe avant. Puis après ça, tu sais, si on est troublé par qu'est-ce qu'on a vécu, toujours des façons où nous, on peut aussi aller chercher de l'aide. Les ressources en lien avec les violences en caractère sexuel peuvent aussi aider les proches et l'entourage. Tantôt, tu parlais un peu d'éducation sexuelle, mais en quoi cette éducation-là, qui peut être positive, elle peut contribuer à prévenir les vagues en milieu universitaire? Fait quand on fait de l'éducation sexuelle positive, on favorise des relations égalitaires basées sur le respect, l'écoute de l'autre, l'écoute de soi aussi, de ses propres limites. Fait que c'est sûr que, on réduit les risques de comportements abusifs. On met de l'avant aussi en éducation sexuelle positive le concept d'agentivité sexuelle. Donc, tu sais, connaître ses désirs, ses besoins, ses limites, puis être capable aussi de les exprimer avec, confiance. En éducation sexuelle positive, on encourage la communication ouverte, honnête, puis on remet aussi en question les déséquilibres de pouvoir. Donc, c'est tous des trucs qui permettent de prévenir les violences à caractère sexuel avec une approche de l'écoute de soi, de l'écoute de l'autre, puis basée sur le plaisir aussi, tu sais, pas juste focusé sur, les violences. Mmh. Mais c'est comme prévenir les violences en passant par une approche qui se concentre sur le plaisir. Parce que la sexualité, Ça peut être plaisant. ben tout à fait. La campagne, On s'écoute, elle va durer combien de temps? Est-ce qu'on peut dire que dans 5 ans, elle va être encore d'actualité? Les vidéos, la map interactive va être encore à jour? Comment ça va aller, mettons, pour le futur? Heu, la campagne On s'écoute a été lancée en mars 2023. Puis comme, j'expliquais tantôt, on est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur. En fait, le financement sert à développer la campagne davantage, continuer à actualiser. Tu sais, là, pour la deuxième année, on va actualiser notre site web, on va repimper un peu la carte, on a fait des tournages, on travaille sur des nouvelles capsules vidéo. Heu, mais après le financement, heu, je peux pas dire encore qu'est-ce qui va se passer, mais on a eu des discussions avec le ministère, puis on souhaite que la campagne perdure dans le temps parce qu'elle est pertinente. Mmh. Puis on aimerait ça qu'elle continue d'être d'actualité et non pas qu'elle meure après le financement, mais j'ai pas de malheureusement de détails à donner à ce niveau-là, mais c'est un souhait que ça reste, que ça soit là. Puis c'est dur à dire de se projeter dans le futur, mais j'ai l'impression que notre contenu qu'on a fait, même si après un certain temps, on continue pas de l'alimenter, je pense qu'il va être d'actualité encore longtemps. Tu sais, je sais pas, notre page Instagram où on trouve du contenu comme comment demander le consentement, comment aider mon ami, tu sais, quelle attitude avoir avec mon Mmh. ami qui pense avoir vécu une violence, comment réagir si je pense être témoin d'une violence. Tu sais, ça, je pense que ça va pouvoir servir encore longtemps, même si on vient pas ajouter du nouveau contenu. Mais c'est sûr que ça serait le fun de pouvoir continuer. Hein. Si jamais il y a des gens de la communauté étudiante qui aimeraient s'impliquer avec, On s'écoute, est-ce qu'il y a une façon de s'impliquer? Est-ce qu'il y a une façon de bénévole ou d'en parler davantage si les gens, justement, ils veulent comme contribuer à ce qu'ils peuvent ou Ben, tu sais, quand on est, mettons, je sais pas, une asso ou un groupe étudiant, on offre des ateliers en personne, puis ça peut être à des groupes spécifiques si des étudiants font partie. Par exemple, on a donné un atelier à un groupe de radio étudiante, à des équipes d'impro. Fait que ça peut être ça. Sinon, je dirais aussi, ben, de repartager le contenu éducatif dans ses stories.
sur Instagram. Tu sais, c'est une façon de comme un peu lancer la discussion de façon virtuelle, de comme encourager des réflexions chez les autres. Sinon, ben, il n'y a pas nécessairement, pour le moment, je dirais pas qu'il y a d'opportunités de bénévolat ou OK. non, mais écoute, si ça arrive, on mettra sur nos réseaux sociaux. Parfait. Ma dernière question pour toi, ça serait, quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour mobiliser la communauté autour de la prévention des VAX? Puis, comment y répondez-vous dans la campagne On s'écoute? Je pense que le principal défi, c'est de rejoindre les jeunes, les étudiants, les étudiantes, hem, parce que, ben, ça passe pas vraiment par les médias traditionnels. Fait que c'est essayer de trouver des moyens, genre sortir du cadre institutionnel pour vraiment dialoguer avec, la communauté étudiante. Je pense qu'une des meilleures façons, c'est les réseaux sociaux. Mais tu sais, c'est difficile parce qu'il y a tellement de contenu, il y a tellement de il y en a d'autres des campagnes, il y en a plein de projets, puis on se perd un peu dans la mer. Fait que c'est un enjeu, mais je pense qu'avec la campagne On s'écoute, on arrive quand même bien à faire du beau contenu qui parle, qui interpelle. Puis je pense aussi en allant sur le terrain, comme en faisant des ateliers en personne, des kiosques, comme des fois, j'en ai pas fait beaucoup dans les universités, un petit peu plus dans les cégeps, mais d'être là avec un kiosque, puis genre quand je fais des kiosques, j'essaie de faire des petits vox pop, genre: Dis-moi c'est quoi dans tes mots le consentement?» Puis là, on a comme des discussions. Fait que je pense que d'avoir un vrai dialogue face to face, c'est moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, j'ai senti que c'était un des meilleurs moyens de rejoindre les gens. Mais le De message aussi sensibiliser. passe mieux, tu sais, la compréhension est mieux. Tu sais, derrière ton écran, tu peux faire x2 puis tu es juste là pour te faire divertir. Tandis que là, Exact. tu es vraiment à l'information puis tu peux pas, genre, scroller. La personne est devant toi, Mmh. fait que tu peux pas faire genre, ah. Fait que, Exact. tu sais, c'est beaucoup plus informationnel, selon moi. Tout à fait, oui. Ah, c'est nice. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. On espère vraiment que la campagne là, va prendre de l'ampleur puis va devenir de plus en plus gros et important, là, surtout à la communauté universitaire, collégiale, que les gens vont aller sur On s'écoute, aller voir, aller lire, aller s'informer. Mmh. Tu sais, c'est pas tabou là, de s'informer là, sur les vagues. C'est pas méchant, c'est pas mauvais, ça ne Au mange pas. contraire, ouais. C'est là justement pour nous éduquer. Des fois, il y a des vagues qu'on on pensait pas que ça allait être une vague. Mmh. Finalement, tu réalises comme, oh boy, OK, j'ai peut-être été témoin, j'ai peut-être vécu. Mmh. Même si ça fait 10 ans, tu sais, le vague, il est valide quand même, tes sentiments sont valides. Fait que Mmh. tu peux toujours être informé. Tu sais, On s'écoute. C'est un site aussi qui est là pour justement là, ces personnes-là, les Ouais. personnes qui veulent s'instruire aussi, Ouais. ou même tantôt, comme tu as dit, les gens qui se sentent être à risque d'en commettre. Il vaut mieux prévenir que guérir, selon Mmh. moi. Là, fait que c'est pas tabou, c'est justement, c'est bien mieux que tu préviens ce Mmh. comportement-là, que tu laisses aller, puis comme, ah ben, too bad, mais tu sais, c'est toutes ces choses-là à voir. Mais merci encore une fois beaucoup. Mais merci de Puis on espère l'invitation. vraiment là, que les choses vont aller bien pour le futur. Merci. Ça fait plaisir.